Chers amis qui nous écoutez, qui nous regardez, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour Guy, Eh bien, bonjour Claude, et puis bonjour à tous nos amis qui nous écoutent. voilà, qui nous écoute avec attention pour beaucoup, pour la plupart d'ailleurs. Chers amis, dans les épisodes précédents, nous vous avons emmené dans notre périple belge avec Guy. Guy avait eu la gentillesse de m'inviter. Donc, vous avez pu voir et écouter notre document sur Jean-Philippe Darcy, le chocolatier de Verviers. Vous avez pu également écouter l'épisode sur Madeleine Ansen, qui est productrice de fromage de Herve. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans une escapade ultra gourmande au restaurant Le Montagourmet avec son chef Nicolas Tourné. Et Guy va nous parler de cette personne et de sa belle cuisine. N'est-ce pas, Guy? Ah oui, et il faut dire que c'est une surprise parce que ce n'est que très peu de temps avant que vous ne veniez, Claude, en Belgique, que j'ai rencontré Nicolas Tournet par le plus grand des hasards d'ailleurs, peut-être 3 semaines, 4 semaines avant. Alors, comment est-ce que ça s'était produit? Eh bien, je m'étais rendu dans la première école où j'avais travaillé. Je devais voir un professeur pour régler une manifestation, un banquet dont il allait s'occuper. Et puis, bah, il me dit: «Écoutez», il dit, «Je dois m'absenter, je dois aller en cuisine». Bon, l'école était en congé, mais il y avait un petit fonctionnement quand même. Il y avait des élèves qui préparaient un concours, donc il me dit: «Je dois aller voir comment ça se passe». Et alors, beh, je suis allé avec lui. Et puis arrivé là-bas, il y avait effectivement un extérieur, un restaurateur qui travaillait avec l'élève concerné. Et puis il y avait une autre personne, bah, qui m'a dit bonjour, qui m'a appelé par mon nom, tout à fait comme s'il me connaissait. Et moi, je ne le reconnaissais pas évidemment. Alors je dis: «Tiens, qui vous êtes?» Il me dit: «Comment il s'appelle?» Et je dis: «Vous êtes un ancien élève?» «Oui», je dis: «Vous vous rappelez de moi?» «Ben oui», qui dit: «Au moment où j'étais en première année d'études, vous terminiez votre séjour ici à l'école, et puis après vous êtes parti». Ben je dis: «Oui, je suis allé dans une autre école effectivement». Donc il se rappelait effectivement de moi. Alors moi, je lui ai demandé un petit peu quel avait été son parcours. Alors il me dit: «Ben voilà», qu'il dit: «Je suis allé après ma sortie de l'école dans tel et tel restaurant, et puis on en reparlera». Et alors, bah, j'ai papoté avec lui quelques minutes en lui demandant, tiens, s'il serait d'accord éventuellement de me donner ses coordonnées, parce que quand il m'a dit: «Tiens, je travaille à tel endroit», ce n'était pas très loin finalement, bah, de là où j'habite. Je me dis: «Je peux toujours aller faire un petit tour jusqu'à son restaurant à l'occasion». Et je lui ai demandé s'il était d'accord de nous recevoir pour une interview, ce qu'il avait, répondu par la positive. Et puis revenant au bar, rediscuter avec le professeur, parce que le professeur me dit: «Vous savez, en plus, c'est quelqu'un qui est extrêmement modeste». Ah bon? Parce qu'en plus des maisons, de renom étoilées dans lesquelles il avait travaillé, il me dit: «Il a gagné le prix Prosper Montagnier». Alors on en a discuté, Claude. Le prix Prosper Montagnier est un prix culinaire, mais pas que culinaire, c'est un prix qui récompense également le personnel de salle, je crois que c'est le personnel d'énologie, le personnel de pâtisserie et les chocolatiers aussi. C'est un des plus prestigieux, et c'est le plus prestigieux concours culinaire en Belgique, en tout cas. Et alors, bon, Prosper Montagnier était un gourmet, un gastronome français, du Midi, mais qui est relativement peu connu en France puisque, Claude, vous ignoriez qui était ce fameux Prosper J'ignorais Montagnier. totalement. Et ce concours existe depuis plus de 70 ans en Belgique, Oui, donc c'est dit que c'est un concours qui est quand même, assez assez renommé, assez assis, quoique oui, un peu confidentiel finalement, hein. oui. Donc, beh, voilà que ce garçon-là, qui ne me l'avait pas dit par modestie, ben, j'apprenais qu'il venait de gagner 2 ans auparavant, de remporter le premier prix Prosper Montagnier. C'est un peu comme si on disait le Bocuse d'or ou le meilleur ouvrier de France, mais il y Oui, a qu'un seul candidat qui peut gagner par année. Il y a pas, oui, disons, comme dans le cas du meilleur ouvrier de France, plusieurs personnes qui peuvent gagner en même temps. oui. Donc voilà, c'était quelqu'un qui, ayant, disons, ayant ce renom-là, il nous fallait visiter. Mhm. Donc nous lui avons téléphoné, et puis il a accepté, de nous recevoir, et ce fut vraiment une très, 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 très belle soirée. Alors, Grandiose. grandiose, hein, bon, pour donner, il va l'expliquer évidemment en détail dans l'épisode, mais enfin, Oui. il a travaillé quand même dans des maisons étoilées dont je connais certaines, 1 étoile et 2 étoiles. Et puis là, ici dans le restaurant où il travaille actuellement,
il n'est pas le patron, il a été engagé par un patron qui lui, ne travaille pas avec lui en cuisine, mais il lui a donné, les clés du fourneau, si je peux dire, oui. et il le laisse s'exprimer. Nous avons très, très bien mangé. Alors on va souligner peut-être, l'un ou l'autre plat. Il y a le plat qui est derrière, là, en photo, qui était un Voilà, genre de carpaccio de Saint-Jacques, mais extraordinaire. j'ai le menu Oui, qui nous a voilà alors, Saint-Jacques de Dieppe mariné, petits pois, corail et main de Bouddha. oui. Alors il faut dire que, ce qui est extraordinaire dans cette utilisation des petits pois, c'est que nous étions encore, je dirais, au sortir de l'hiver, donc c'est vraiment les petits pois en tant que légumes primeurs. Alors il y avait quelques petits pois frais qui étaient cuits, mais alors là, avec une justesse, une perfection Mmh, extraordinaire. oui, Et alors il y avait également une mousse, une purée de petits pois qui était grandiose. on la Qui voit avait au un goût de centre d'ailleurs, hein. fraîcheur, un goût Oui, extraordinaire, un goût et alors le tout souligné par l'utilisation des agrumes, hein. La main de Bouddha, c'est oui, un genre de citron un peu particulier, oui, assez confidentiel et assez rare, qu'on trouve, dans les magasins spécialisés en produits de 4 saisons, comme on dit, donc oui, oui, des produits végétaux, mais souvent de très, très grande qualité. oui, Donc c'est un plat sublime, voilà, il faut le dire. très bien. Alors, Guy, est-ce que je dis ce que nous avons Ah mangé ben oui, ce serait bien avant de laisser la parole à Nicolas Tourné? Donc de nous avons, pouvoir, le montrer, bien sûr. chers amis, alors évidemment, je mettrai les photos sur le site. Cela dit, vous pouvez aller sur Google et vous verrez, j'ai mis toutes les photos. D'ailleurs, on en est déjà à plus de 1000 vues. Donc, je pense qu'il va y avoir du monde. Enfin, nous savons qu'il y a du monde chez Nicolas Tourné. Donc, en second plat, nous avions pris un service en 5 menus, si mes souvenirs sont Non, bons. un menu en 5 services plutôt. Pardon, n'importe quoi, 5 services. Donc, la Saint-Jacques que vous voyez là. Nous avons eu ensuite Skraï, donc qui est un saumon, hein. Non, c'est du cabillaud, c'est du jeune C'est du cabillaud. cabillaud, pardon, C'est du pardon. jeune cabillaud qui Voilà, vient du Skraï, nord. voilà. Crevette grise, malt, asperges blanches de Malines Oui, pour le second plat. Le troisième plat, œuf confit morille avec du guanciale au vin jaune et oui, avec du topinambour. Ensuite, alors celui-là m'a laissé, enfin tout m'a laissé un souvenir extraordinaire, mais veau iodé, oui, oui, artichaut, oui, oui, oui. coquillage, chimadi râpé, ça c'est vraiment extraordinaire. Oui, vraiment cette association-là entre, bon, le veau et puis des produits iodés, des produits marins, il fallait oser le faire, mais enfin bon, on retrouve ça dans le vitello tonato également, mais ici, c'était vraiment quelque chose de parfait, Oui, beau esthétiquement et bon gustativement, donc c'était vraiment et c'est ce qu'on demande à un plat de cuisine, c'est d'être beau, d'être câlin à l'œil et câlin en bouche finalement, hein, absolument. tout est réuni. Mais là, c'est vraiment une association lumineuse, Oui, d'oser oui, mettre ces 2 types de produits en accord dans la même assiette. absolument. Je précise que le veau était un filet mignon de veau. Oui, Et d'ailleurs, j'ai demandé à mon boucher, je lui dis donc, si je te demande du filet mignon de veau, il me dit, bah alors tu me préviens à l'avance, au oui. moins 2 semaines à l'avance, hein. Oui, c'est du filet pur, en fait, hein, c'est ce qu'on appelle Oui, le filet pur du veau. oui, oui, Donc, parce la que section relativement petite, hein, ce sont des absolument. rondins de viande qui font cinq Oui, six centimètres de diamètre, hein, comme ça. oui, oui. Et alors, ce qu'il faut souligner aussi, c'est que c'était cuit à la perfection, hein. C'était rosé, c'était sublime parce que on dit anciennement, bon, le veau doit être une viande bien cuite. On est revenu un petit peu Bah oui, c'est de cette dommage. Oui, doctrine-là. On oui. cuit le veau rosé. Je ne vais pas dire que c'était juteux dans le sens où il n'y avait pas du jus qui exudait, mais c'était Non, cuit sans être trop cuit. C'était parfait. C'était c'était vraiment, absolument parfait. vraiment parfait. C'était légèrement, C'était rosé, hein, c'était c'était vraiment. rosé, c'était luisant, et la petite sauce qui allait dessus, c'était une merveille, hein. Et donc, pour terminer, enfin à moitié, nous avons eu en dessert chocolat pur Caraïbe, sapin baumier, ça c'était très rigolo, bouleau et mûre. Tu te rappelles de ça? C'était, Oui, mais alors il faut quand même préciser autre chose, c'est que je t'en prie. pour toute une série de plats, sauf le plat principal et sauf les coquilles Saint-Jacques, il a fait en réalité 2 menus pour nous montrer Oui, l'étendue de oui, son talent.
Donc oui, nous avons mangé des choses différentes en réalité, hein. absolument, Alors moi, absolument. j'ai eu un autre dessert, j'ai eu un dessert avec des agrumes, avec de Oui, l'orange sanguine et un sorbet à l'orange sanguine. oui, oui. Non, Mmh. c'était vraiment un très, très beau souvenir. Alors ce qu'il y a, lieu de souligner, je dirais, c'est la gentillesse et c'est le côté abordable Oui, du chef, hein, parce que oui, quelquefois on a des gens qui sont, je vais pas dire imbuvables, mais qui sont imbus plutôt de leur personne et qu'on ne parvient pas à je dirais, à entrer en communication avec eux facilement et ici, c'est tout le contraire, hein. Nous tout le avons eu contraire, il est une extrêmement conversation avant oui, le service et encore oui, un petit peu après le service, oui, une conversation avec une amabilité et une simplicité, une gentillesse, je oui. dirais, extraordinaire, voilà. Et un personnel de salle, très compétent, Très compétent, très gentil, très affable, absolument. et alors Sans quelque chose qu'il faut souligner, bon sur les photos on le voit, bon ils font tous les produits eux-mêmes comme le pain par exemple, hein. oui, le pain Un noir que pain vous qui est voyez là, noir, qui est oui, coloré avec, de la poudre comme on met sur que les vous fromages voyez de chèvre. ici là, oui, Bon oui, c'est assez c'est assez stupéfiant, il faut reconnaître que ça déroute un petit complètement. peu. On prendrait ça pour du pain brûlé, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est un pain qui est noir naturellement et qui est très bon, très goûteux. Voilà, alors chers amis, vous allez me dire: «Mais où trouve-t-on ce restaurant extraordinaire, le Monte à Gourmet, avec son chef Nicolas Tourné?» Alors la ville, c'est Courcelles, mais je crois que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Guy, tu veux Oui, nous puisque en Belgique, il faut le rappeler pour nos amis français qui n'ont pas cette habitude, je pense, vu qu'il y a quand même plus de 30 000 communes en France. Alors en Belgique, on est passé de plus de 3 000 à quelques centaines. On a opéré la fusion des communes dans les années 70 et alors la localité principale, c'est Courcelles, mais le village dans lequel le restaurant se trouve vraiment pile poil en face de l'église s'appelle Gouy-les-Piétons. Alors ça les s'écrit piétons? Gouy, les L-E-Z et piéton, P-I-E-T-O-N. Alors, comme je vous l'avais dit avant l'enregistrement, Claude Piéton ne fait nullement référence à une personne qui déambule à pied, mais bien à la rivière qui s'appelle le Piéton. Alors, si vous allez sur Wikipédia, vous verrez une très très grande page sur le village de Gouy-les-Piétons, qui est connu pour plusieurs choses. D'abord son église, et le restaurant est pile poil en face de Oui, l'église. oui, Alors, il y a énormément de choses à dire sur l'église, quant à ses origines, son style et tout ce qu'on y trouve. Alors, il y a également toute une série de fêtes. Il y a un carnaval, il y a une course en vélo, il y a une fête de la Saint-Grégoire. Bon, là, vous irez voir sur internet ce qu'on dit de la localité si ça vous amuse. Et puis, je vais vous parler en 2 mots de la rivière Le Piéton. oui, C'est une petite rivière qui se jette dans la Sambre et comme je l'avais expliqué également à Claude, elle a une forme particulière comme d'autres rivières, disons, qui se jettent dans la Sambre ou dans la Meuse et qui sont situées au nord de ces 2 cours d'eau. C'est que d'abord, elle prend sa source en se dirigeant ensuite vers le nord, et puis elle fait demi-tour, elle fait un arc de cercle et elle se redirige vers le sud. Alors tout cela s'explique pour la raison suivante. C'est qu'à l'ère tertiaire, le littoral était beaucoup plus proche de cet endroit qu'il ne l'est maintenant. Donc il était beaucoup plus proche de plusieurs centaines, enfin dizaines de kilomètres à coup sûr en tout cas. Et une rivière, lorsqu'elle prend sa source, elle se dirige toujours par le chemin le plus court en principe vers la mer. Et puis le littoral ayant reculé vers le nord, hein, la rivière a fait demi-tour et elle s'est redirigée vers le sud. Donc ça, c'est ce qui explique comme ça que la Mehaigne, que l'Ornaud, que le Piéton aient justement, ce cours en arc de cercle et reviennent, mmh, disons sur leurs pas. Et mmh. alors l'autre petite anecdote qu'on peut citer concernant le Piéton, c'est que Louis XIV, le roi Soleil, a à un moment donné eu l'idée d'envahir les Pays-Bas, donc la Belgique et bon, il s'est arrêté dans les environs, du Piéton et son cuisinier de l'époque, mais je ne saurais pas dire qui c'était, avait remarqué qu'il y avait dans le Piéton, qui avait des eaux extrêmement pures à ce moment-là, quantité d'écrevisses. L'écrevisse, ce sont des petits crustacés d'eau douce, hein, Absolument, qu'on connaît tous, bien entendu. oui. Et alors, il lui a préparé des écrevisses du Piéton. Louis XIV, apparaît-il, fortement apprécié les écrevisses du Piéton, au point de s'en faire livrer régulièrement par la suite à Versailles. Bon, ça c'est une anecdote que j'ai lue un jour. Maintenant, je pense que le Piéton ne recèle plus beaucoup d'écrevisses, Oui, comme malheureusement, et qu'on les fait oui, plutôt venir de Turquie. Voilà, ça absolument, c'est pour l'anecdote. comme tous nos ruisseaux, malheureusement, quand j'étais gamin, il y avait des écrevisses de partout Voilà. et maintenant, c'est terminé. Alors,
Guy, si tu veux bien, nous allons laisser la place à Nicolas Tournet et à l'interview que nous avons réalisée ensemble avec ce charmant garçon. Mesdames, Messieurs, si vous passez, si vous allez en Belgique et si vous avez un peu de temps, c'est une découverte extraordinaire. À très bientôt, chers amis. À très bientôt, Guy, et très bonne écoute. À bientôt. Eh bien, bonjour chers auditeurs et chères auditrices. Bonjour Claude. Bonjour Guy. Alors nous sommes toujours en Belgique dans notre voyage culturico-gastronomique finalement. Et avec Claude, nous faisons toute une série d'entretiens. Nous avons toute une série d'entretiens avec des gens de métier, de tous les domaines. Donc aujourd'hui, nous allons rencontrer quelqu'un dont je peux dire qu'il a un parcours quand même assez exceptionnel. Et c'est un élève, un ancien élève de l'école hôtelière dans laquelle j'ai travaillé. Et cet élève qui maintenant est devenu adulte et qui travaille en restauration et qui a fait quand même pas mal de choses, il va vous en parler, c'est Nicolas Tournet. C'est Nicolas Tournet. Alors nous allons laisser... Bonsoir, monsieur Tournet. Voilà, nous sommes ravis d'être avec vous. Quand j'ai lu des choses, j'ai lu des articles sur vous, c'est extraordinaire. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi aussi de vous recevoir ce soir. Et nous allons donc laisser à monsieur Tournet le soin de commencer par le début, et il va nous dire s'il était tombé dans la marmite étant petit, c'est-à-dire est-ce que les choses de la gastronomie et de la cuisine l'intéressaient déjà quand il était enfant? Voilà, depuis que je suis tout petit. Mon père est boucher, donc je voulais faire boucher comme lui, mais il n'a pas voulu parce qu'il trouvait que c'était un métier fort contraignant à l'époque, et donc ils m'ont inscrit à l'école, et les maths et le latin, c'était pas fait pour moi, donc j'ai été dans la section hôtelière d'entrée de jeu. Et par la suite, voilà, je me suis vraiment pris de passion pour le métier. Ma mère était bonne cuisinière, j'ai toujours bien mangé depuis que je suis tout petit. Et voilà, et ça a vraiment éveillé. Et alors, dès l'école hôtelière, votre parcours a été semé de toute une série de choses très positives. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez fait en tant qu'élève quand vous étiez encore à l'école? Voilà, je me suis 6 années, classique de section hôtelière. Après, j'ai souhaité faire 2 septième années spécialisation, où j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs concours de cuisine. J'ai participé à 5 concours et j'en ai remporté 4. Alors vous avez fait, comme nos auditeurs ne le savent pas toujours parce que nous sommes écoutés en France, vous avez fait une formation qui est tout à fait complète, c'est-à-dire à la fois de la salle, de la cuisine, de l'énologie, du bar, et il y avait également des cours de réception. Parce qu'en France, les cours sont différenciés, on choisit à un moment donné de la salle ou de la cuisine, mais on n'est pas diplômé des deux en principe. Donc vous avez une formation complète. Et quels sont donc finalement les concours que vous avez effectués et pour lesquels vous avez été primé? Alors voilà, donc à l'école, j'ai participé au concours Trophée Baron Pierre Romeyer, qui se déroule à Wavre, où là on a fini 4e. Ensuite, j'ai eu l'occasion de participer à un concours qui est organisé par l'Office des produits wallons, où on devait travailler d'ailleurs cette année-là le fromage. J'ai participé au concours organisé par les traiteurs liégeois, où là la pratique était plus sur un panier d'improvisation. J'ai participé aussi au concours sous vide, qui était une chouette prestation à l'époque au salon Henri Cattel. Et alors j'ai terminé avec le trophée Jean Berquin à Comines, où on devait mettre en avant la joue de porc, qui est leur produit de la région. Et pour le concours de sous-vide à Marche, en fait, quel était le thème de la journée? C'était quoi? Alors, c'était le pigeonneau. Donc c'était vraiment un chouette produit à travailler. Et donc je l'avais fait en 2 préparations. J'avais fait un suprême rôti classique. J'avais terminé l'autre avec une moutarde à base de cassis. Et alors on avait fait toute une garniture de différents petits légumes, des purées en harmonie. On avait essayé de jouer sur les couleurs et un bon jus de pigeon. Parce que ce n'est quand même pas évident de faire du pigeon sous vide. Hein? Non, pas du tout. Et par la suite... il devait être rosé, je suppose, quand même. Ah oui, il était très bien rosé. Et c'est vrai qu'on a eu la chance, évidemment, d'être bien épaulés par à l'époque nos professeurs qui nous ont bien guidés. Et c'était vraiment c'était assez compliqué, mais voilà. Et il faut dire aussi, parce que je m'en rappelle de l'époque où je participais à l'organisation de ce genre de concours, il y a un très très lourd aspect au niveau de l'hygiène. Il faut donner des échantillons, enfin en tout cas des préparations. Et puis c'est analysé, et puis on vérifie si d'un point de vue bactériologique, il n'y a pas de souci. Hein. Exactement, tout à fait. On avait dû faire la préparation quelques jours auparavant, l'envoyer dans un laboratoire d'analyse où on est allé nous-mêmes l'apporter. C'est presque 1 heure de route de l'école. Hein. Et c'est vrai que voilà, la recette était analysée avant d'être reproduite ensuite pour le concours. Ces concours, quelle était votre motivation pour faire ces concours?
Oh, j'ai toujours bien aimé ce que je faisais et je pense que c'est peut-être ce qui a fait la différence, c'est que je ne me suis jamais mis la pression pour un concours. En fait, j'y allais par plaisir et aussi évidemment pour aboutir à fond le travail qu'on avait entrepris. Mais mon objectif n'a jamais été de battre les autres, mais surtout d'aboutir au maximum le travail qu'on avait entrepris, quoi. C'était un peu ce que je souhaitais vous entendre dire. C'était pas le concours simplement pour gagner, mais pour approfondir vos connaissances, vous mettre en condition de travail. Parce que je suppose quand même qu'il y a un peu de stress dans ces concours. Ah oui, évidemment, le stress est omniprésent, mais c'est vrai qu'une fois qu'on est lancé, voilà, on a un objectif, c'est vraiment d'aboutir ce dont on a travaillé pour. Et voilà, je me dis, j'ai pas d'adversaire, l'objectif c'est d'aboutir le travail au maximum. De toute façon, c'est pas nous qui décidons, c'est un superbe jury, donc à nous de donner le meilleur de nous-mêmes. Et je crois que quelque part, c'est peut-être ça qui m'a soulagé. Et finalement, qu'est-ce que les concours amènent dans ce cas-là? Ils amènent, je dirais, de la satisfaction d'avoir pu techniquement éprouver toute une série de choses, ou bien ils amènent la satisfaction d'avoir participé à un concours et de pouvoir le mettre sur son CV? Bah, je vous avoue que quand je participe à un concours, ce qui m'intéresse vraiment, ce que je retiens le plus, c'est la rencontre avec tous les chefs et les jurys qu'il y a ce jour-là, et même les autres candidats, hein. C'est avant tout des échanges. Et par la suite, c'est vrai que le mettre sur son CV, ça fait quand même bien aussi. Donc voilà, et ça m'a permis quand même de rentrer dans une belle maison à la sortie de l'école, quoi. Ah ben voilà, alors on va en parler de la belle maison. Qu'est-ce que c'était comme maison? Je suis rentré à l'Essentiel à Temploux, voilà, qui bataillait à l'époque pour récupérer l'étoile parce qu'il y avait eu un changement de chef. Et il a récupéré l'étoile à la fin de l'année, donc c'était une bonne expérience aussi d'avoir pu intégrer l'équipe et surtout d'apprendre énormément parce que c'est toujours d'ailleurs un très très grand chef et ça restera mon mentor en cuisine. Donc, Et vous êtes resté longtemps là-bas? voilà, je suis resté 3 ans, puis je suis parti 1 an chez Vincent Gardinal au Prieuré Saint-Géry. Et ensuite, j'y suis revenu parce que par affinité aussi, et je suis revenu presque 5 ans par la suite. On dit toujours que pour bien connaître une maison, il faut faire au moins le tour de la carte pendant 1 an, puisqu'on voit la carte évoluer au rythme des saisons. Maintenant, qu'est-ce que vous a apporté le fait d'y rester, je dirais, aussi longtemps? Une carte qui change beaucoup, tous les mois le menu changeait, et le fait que le chef cherche toujours à se réinventer, en fait. C'est-à-dire que d'année en année, on ne retrouve jamais les mêmes plats, à l'exception de ces plats signatures de la carte, mais c'est une cuisine vraiment évolutive. Et d'ailleurs, le chef évolue avec nous aussi, que ce soit des nouvelles technologies. Voilà. Comment est-ce que vous bâtissez votre carte? En fonction des saisons. C'est la Vraiment, saison. les produits, on essaye toujours de trouver la recette. Mon objectif, c'est de me dire aussi que les clients qui s'asseyent à table chez nous ne sachent pas refaire la même chose à la maison. Même si c'est pas compliqué ce qu'on fait, mais il faut que le passage au restaurant soit une étape. On ne sache pas refaire ça à la maison. Et Ça- là, on a tout gagné, je pense. Très bien. Ça, pour moi, c'est vraiment essentiel. Et je pense que parfois, peut-être, les gens qui viennent au restaurant n'ont pas bien conscience de ça. Ils se disent, oui, c'est compliqué, mais ce que vous venez de dire, les gens viennent parce qu'ils ne pourront pas refaire la même chose. Et donc, c'est un instant de rêve pour les gens, un petit peu. Vous avez dans la tête que vous les faites rêver par les créations que Ah, c'est vous faites? c'est tout ce que j'espère. Quand un client passe la porte, il doit pouvoir s'asseoir à table et penser à autre chose toute la soirée, à se faire plaisir, à passer un bon moment et à oublier les tracas du quotidien. Et je crois que c'est ça le restaurant, c'est pas simplement une assiette, c'est un tout, c'est un service et c'est vraiment un moment. D'ailleurs, je ne demande jamais s'ils ont bien mangé, je demande toujours si ça s'est bien passé, s'ils ont passé un bon moment. Oui. Je crois que c'est le plus important et de trouver ces petites choses, ces petites originalités ou créer aussi de l'émotion dans le palais, des saveurs que les clients ne connaissent pas ou des assemblages qu'on n'aurait pas osé. Voilà, et ça c'est chouette d'arriver à ce qu'à la fin, quand les clients vous disent ce plat-là a vraiment été... Revenons un peu à votre parcours, parce qu'ici Voilà, on brûle un on peu sait les bien. étapes à mon goût, et on parle déjà de votre finalité avant de parler de ce qui vous a été amené. Ouais. Donc finalement, de cette première maison, de cette première grande maison, est-ce que vous avez retenu pour votre travail actuel, soit une technique ou l'autre, soit des associations? Qu'est-ce que ça vous a amené en fait, cette première grande maison qui était étoilée? Mais quelque part un peu toute ma formation et c'est vrai que déjà en pâtisserie j'ai énormément appris là-bas. C'est lui qui m'a vraiment formé à la pâtisserie. De restauration, bien évidemment, pas spécialement la pâtisserie de boutique, la pâtisserie dessert à la carte, à l'assiette, pardon. Et voilà, ce que j'ai retenu, c'était peut-être trop de choses, parce qu'il a fallu, quand j'ai commencé ici,
Oui, Imaginer dépouiller la un cuisine, peu peut-être. voilà, Voilà. retirer. Mais sinon, évidemment, oui, c'est toute la formation, l'excellence, l'hygiène, la fierté du travail aussi. Ça, c'est ce que le chef m'a vraiment enseigné, énormément de valeurs. Et c'est quelqu'un qui est tout le temps en cuisine. Et c'est vrai que la rigueur, vraiment, toutes les qualités qu'un bon chef doit avoir. D'ailleurs, je prends toujours exemple sur lui dans mon travail d'aujourd'hui. Et, Et là, vous êtes passé donc au prieuré chez Monsieur Cardinal. oui, Vous êtes resté longtemps là-bas? je suis resté une belle année. Une belle Voilà, année. Une belle année là-bas. Et qu'est-ce que auprès de vous avez retiré de ce passage-là Chez Vincent, c'est la chez Vincent folie. Cardinal? C'est la folie en fait. Vincent, c'est un cuisinier qui a des connaissances absolument incroyables. C'est un vrai réservoir. Ça pourrait Ancien être- élève de la Louvière, lui, Voilà, par contre. tout à fait. Et chez lui, c'est vraiment la folie, ce grain de folie. Vincent, il imagine des plats, il les met sur une feuille et puis il nous demande de les réaliser. Et on C'est était un bien créatif, encadrés. en fait, hein. Voilà, et c'est une création. D'ailleurs, on ne sait même pas, des fois, on ne comprend pas toujours tout. Et après, c'est vrai que c'est chouette d'aboutir quelque chose avec lui. Et parce que c'est quelqu'un qui a une imagination débordante. D'ailleurs, c'était un repas chez lui, c'est toujours. C'est tellement en abondance que les gens ont du mal à finir leur repas. J'y Tellement suis déjà allé, c'est il vrai aime que c'est faire pas mal, c'est plaisir. pas mal. Et c'est un très très grand chef. D'ailleurs, il a été quand même primé en 2007 au Goemio comme chef Oui. de l'année. Donc Et puis, après ces deux expériences-là, en cuisine, évidemment, voilà. qu'est-ce que vous avez fait d'autre? Donc là, j'ai eu besoin de changer un peu d'air. Ça faisait presque 5 ans que j'étais resté à l'essentiel dans un deuxième passage. Et donc, je suis rentré au Gré du Vent à Senef, chez la chef Stéphanie Tunus. Une maison qui- que je connais bien aussi, Voilà, qui est Voilà. ici donc de la région. étoilée. Et étoilée, c'était la deuxième chef femme étoilée en Belgique quand même, donc c'est pas rien. Et c'était une nouvelle maison, donc c'était une bonne découverte pour moi. Là, j'avais occupé le poste de chef de pâtisserie. Je donnais un coup de main aussi dans les créations chaudes. Et Vous êtes voilà. resté combien de temps là-bas? Là, je suis resté presque 1 an aussi, C'est ça, avant qu'Arnaud me propose de rejoindre ici le de restaurant. venir ici. Et alors, qu'est-ce que vous avez retiré de ce passage au Gré du Vent, en fait? Une bonne expérience, de la rigueur, une maison très moderne, une chef très très calme en cuisine, très zénitude, c'était toujours très très calme. Est-ce qu'on peut dire, à votre expérience, qu'il y a une cuisine d'hommes et une cuisine de femmes et qu'on sent cette différence ou pas du tout? Ou peu? C'est difficile à dire quand même. C'est une chef qui a été formée auprès d'Evan Triantopoulos, et c'est vrai que j'ai eu la chance de manger aussi une fois la cuisine d'Evan, et encore une fois, on retrouve les marques de la formation. Maintenant, de là à dire qu'il y aurait une différence entre les hommes et les femmes, c'est vrai que c'est un peu plus féminin. Il y a un peu plus de roses, il y a un peu plus de fleurs, mais je crois que Il y a les des hommes s'y fleurs sont aussi mis chez aujourd'hui. elle, c'est vrai, Il y a voilà. beaucoup de fleurs. Mais c'est sur ces petites notes, et quelque part, heureusement, qu'on ressent que c'est la cuisine d'une femme. Et c'est vrai qu'élaborer un dessert pour elle, il faut nous pouvoir aussi, non pas de devenir des femmes en nous, mais imaginer un dessert peut-être un peu plus sur le féminin, C'est ça. peut-être des notes un peu plus subtiles. Faire ressortir le côté féminin un peu. Oui, voilà, que ce soit à travers l'utilisation de fleurs, d'arômes aussi un peu plus spécifiques. Donc il faut essayer de correspondre à sa cuisine à elle. Et ça, c'était un chouette challenge de pouvoir faire ça, lui faire goûter les desserts, voir si elle valide ou pas. Et après, voilà, pouvoir poursuivre avec ça. Et puis vous êtes arrivé ici. Voilà. Alors dans quelles circonstances finalement? Vous avez dit, tiens, j'ai vraiment envie d'être maintenant le chef qui va diriger l'avenir d'une maison ou la cuisine d'une maison. Comment ça s'est passé Je crois cette que j'ai démarche? jamais été un garçon qui réfléchissait très loin dans tout ce que je fais. Maintenant, c'est vrai qu'à l'époque, Arnaud m'avait téléphoné et m'a dit, écoute, voilà, le restaurant va devoir leur démarrer. Et est-ce que ça t'intéresse ou pas de prendre le poste? Puis je me suis dit que j'avais 28 ans à l'époque, et je me suis dit qu'il était peut-être temps d'être chef à ce moment-là. Et voilà, mais ici, tout était à faire, tout était à recommencer. Donc, Parce que ça le a restaurant été, existait antérieurement. voilà, Hein. existait, mais a été complètement transformé. Et voilà, tout était à reprendre, que ce soit au niveau de la clientèle, au niveau de... Donc les 2 premières années ont été plus des années d'apprentissage pour moi aussi, où j'ai appris ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Voilà, parce que chef, indirectement, c'est un métier. Vraiment, il n'y a pas que le cuisinier, il y a aussi l'homme, le gestionnaire derrière. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend. Il y a beaucoup à apprendre, ça, et j'apprends encore aujourd'hui. Et vous avez dû apprendre à diriger du personnel peut-être ou pas? Ou l'équipe est petite? Oui, voilà, l'équipe est petite, mais il faut savoir aussi diriger cette équipe, et puis gérer aussi pour le patron, quelque part, qui lui est au-dessus, et qui ne peut pas non plus tout gérer. Donc c'était aussi un peu le rôle que je ne connaissais pas. Voilà, c'est peut-être pas la partie la plus chouette du métier de chef aujourd'hui, je pense. On a des fois des belles rencontres, des fois c'est plus compliqué, mais... Et alors comment vous avez fait pour amener votre cuisine à vous par rapport à ce que vous aviez appris dans les différentes maisons? Comment vous avez fait pour dire je fais ma cuisine? Qu'est-ce qu'elle a cette cuisine-là?
je dirais, par rapport aux autres, ou qui la différencie de celle que vous avez côtoyée, pour que ce soit votre Je pâte à crois qu'au vous? début, on fait un peu la cuisine qu'on a appris. On fait les sauces comme on a appris, on fait les plats un peu comme on nous a enseigné. On essaie de revisiter un peu la cuisine de nos anciens chefs. Et après 2-3 ans, là, cette cuisine commence à devenir identitaire. Et un jour, j'ai Alain Bianchin qui était venu manger, donc un chef étoilé, une étoile à Bruxelles, et qui m'a dit, ta cuisine, c'est très bonne, mais il va être temps que tu fasses la tienne maintenant. Parce que ça, c'est toutes des choses que tu as appris. Donc maintenant, il faut que tu imagines tes plats. Et c'est vrai que ça a été un bon déclic d'avoir eu cette conversation. Et ça s'est fait alors finalement. Et puis je pense que c'est un peu les clients qui ont dirigé aussi ma cuisine quelque part. On a toujours essayé de faire plaisir. Et moi, je veux une cuisine de plaisir, une cuisine que les gens Et comment ont envie vous de allez revenir. caractériser les plats que vous préparez en fait? Je crois que je suis toujours un peu fou dans ma tête. C'est souvent l'équipe qui dirige un peu ce que je fais. Par exemple, je goûte jamais l'assiette en premier. Je fais toujours goûter à mon épouse. Voilà, parce qu'elle est beaucoup plus critique que moi. Et je dis que c'est l'entourage qui doit vraiment m'indiquer comment continuer ma cuisine. Et voilà, aujourd'hui, on essaie de faire une cuisine de saison, une cuisine avec des petites notes à gauche, à droite. Et alors vous avez, je dirais, une collection automne, une collection printemps, une collection hiver, ou bien les plats arrivent les uns après les autres et la carte se modifie légèrement? Voilà, les plats, donc, j'ai pas de collection. J'aime pas faire la même chose pendant 6 semaines. C'est ça. Ça me fatigue un petit peu. Après, c'est lassant. Et je trouve que quand on refait la même chose tout le temps, on se perd à un moment. Tandis qu'ici, voilà, on change des plats, même pas les menus, les plats au fil du temps. C'est pour ça qu'on travaille sur un menu qui est très malléable. Au fil des saisons, au fil du marché aussi, au niveau des produits. Et j'aime pas me fixer un cadre trop strict. Et c'est ce qui nous permet de faire des plats. Et aussi, on a des suggestions. Ce sont des plats du moment, comme pour le moment, les jets de houblon. Ah oui. On mange pas ça partout. Et moi, ça me fait plaisir de proposer parce que c'est un plat que j'ai appris chez mon ancien chef, à cuisiner en tout cas. Et quel est, disons, plutôt le type de clientèle finalement? Ce sont des gens de la région, ce sont des Ici, gens on a qui de viennent tout, de loin, de tout. qui viennent en Et lisant les guides, qui viennent On a par On sent le bouche public, à oreille. voilà, le public des guides, c'est, je veux dire, un peu le public de l'aéroport, entre guillemets. On a des gens, on est à côté de l'aéroport, nous, hein, donc c'est toujours cette blague d'un quart de Chinois qui débarque, on dit toujours en rigolant, on est complet, sauf s'il y a un quart de Chinois. Un jour, le quart de Chinois est arrivé, donc voilà. Un samedi midi, on les avait pas vus venir, ils étaient très calmes à l'époque, et on a eu ce quart de Chinois. Maintenant, on a des clients locaux, des habitués, des gens qui reviennent manger des fois une fois semaine, certains même 2 fois semaine. Il y en a qui viennent tous les mois, il y a des clients qu'on voit tous les 6 mois. On a des clients flamands, on a des clients ici cette semaine, j'avais des clients qui venaient de Malines. D'ailleurs, on plaisantait parce que j'achète les asperges à Malines pour le moment. Et Par contre, vous ne nous avez pas parlé du principal ou de l'essentiel. Vous avez quand même, on peut faire, je dirais, une croix sur votre modestie pour une fois avant de terminer l'interview, mais vous avez gagné un prix assez prestigieux. Voilà, donc j'ai participé au Prosper Montagnier, donc, qui est le premier cuisinier de Belgique en 2019, et j'ai remporté le concours donc de 2020. Voilà, j'ai eu la chance. C'était une superbe expérience, je ne m'y attendais pas parce que pour moi c'était la première fois, c'était pour voir comment ça se passait un petit peu et retenter ma chance, mais du coup j'ai pas pu y retourner. Et finalement, qu'est-ce qui était imposé à ce concours? C'est un menu, on a un panier, ou bien on doit préparer un thème? Comment ça C'est un menu, la fonctionne? sélection se fait sur dossier. Et c'était un thème qui m'a un peu collé à la peau par la suite. J'ai dû travailler en entrée c'était du carlet, enfin de la très grosse plie. Avec, on avait 2-3 ingrédients à poser avec, comme des moules, du combava, des choses là, mais ça on prenait ce qu'on voulait. En place, c'était la double côte de porc. Donc c'est double côte de porc avec une garniture assez automnale, des champignons des bois qui étaient imposés, les courges et le chicon. Et alors en dessert, c'était chocolat au lait avec poire et alors un sorbet à la gueuse. Ça, c'était la grosse inconnue de Marcette parce que c'est pas un produit que je consomme souvent. J'apprends à découvrir. Mon palais n'était pas encore initié à avoir de la gueuse. C'est assez spécial. Et vous l'avez fait avec quelle gueuse finalement? Une gueuse, disons, tout à fait naturelle à l'ancienne, ou bien une gueuse J'ai été très chauvin. J'ai utilisé de la gueuse Silkia, qui est la seule qui est fabriquée, une des seules fabriquées en Wallonie. Et j'étais parti sur un sorbet à la gueuse à base de quetch. J'avais fait ça et j'avais laissé vraiment le plus naturel possible pour retrouver la gueuse. C'est le retour que j'ai eu et c'est sur le dessert que j'ai vraiment fait la différence au concours. Enfin, c'est le retour que j'ai eu des jurys. C'est quand même Peter Goossens qui était président. Donc, oui. Et le jury, c'est 3 étoiles, voilà. Voilà, on retrouve aussi, c'était Arabelle Merlan qui était la chef étoilée en Wallonie. 2 étoiles, qui était ah oui, l'ambassadrice. hein, voilà.
Et voilà, et par la suite, et donc ça s'est très bien passé. Et puis j'ai fait 5 concours et à chaque fois le thème c'était du cochon, quoi. Donc il y en a, ils ont de la chance, c'est de la truffe, Oui. le caviar, moi ça sera le cochon. Et finalement, beaucoup d'appelés, peu d'élus, dans le sens où combien de concurrents se On est- présentent à ce genre de concours. Alors on est 5 finalistes, il y a une présélection auparavant. Et la finale se déroule, à l'époque, moi ça s'est déroulé à Spermali, donc à l'école à Bruges. Voilà, nous Et sommes passés. voilà, on est 5 finalistes. Je pense que chacun, les 5 sélectionnés sont là vraiment sont d'un pour bon gagner. niveau, voilà, oui, tout à fait. Et les jurys m'expliquaient qu'il y a toujours 2-3 candidats qui se dégagent dans la mêlée. Et ici, voilà, cette année-là, on était 2. C'était aussi de l'autre côté, il y avait un très bon candidat, c'était David Grodan, l'Envie, qui a une étoile à Zwelegem. On était l'un à côté de l'autre, on a travaillé en même temps, on a bien plaisanté. Et alors, pour nos auditeurs qui ne sont pas tous belges, comment vous définiriez, je veux dire, la nouvelle cuisine belge, c'est-à-dire en fait la cuisine des nouveaux chefs, des chefs, disons, qui sont en place et qui travaillent depuis 4 ou 5 ans, pour la différencier peut-être de la cuisine plus traditionnelle française ou de celle qu'on trouve en France. Qu'est-ce que vous diriez que la cuisine belge a comme atout, comme qualité? Parce que quand on nous écoute, évidemment, on se dit, mais bon, il y a des restaurants en Belgique, ça existe. Bon, finalement, on ne parle que de la gastronomie française, mais la Belgique est très riche, finalement. La Belgique est très riche, elle est riche de beaucoup de cultures par rapport à la cuisine française, que j'admire énormément. Il y a toujours le respect des traditions en France, dans la cuisine. En France, la cuisine mère restera toujours le facteur premier pour faire des créations. Tandis qu'en Belgique, je trouve que moi, aujourd'hui, la Belgique est une cuisine d'inspiration, est une cuisine de mouvement. Je pense qu'aujourd'hui, on retrouve énormément dans les chefs wallons la cuisine à base de lactofermentation, des produits maturés, une cuisine essentiellement axée sur le légume. Voilà, qu'en Flandre, on va pousser... En Flandre, c'est vraiment disproportionné. Là, on est sur l'exception. Les Flamands vont chercher vraiment les produits exceptionnels, les produits rares, très onéreux, que le cuisinier wallon, je trouve aujourd'hui, est un cuisinier d'inspiration, où je trouve qu'on cuisine très bien les légumes par chez nous. La prochaine, c'est le Bocuse d'Or. Il faut beaucoup travailler pour le Bocuse d'Or, mais pourquoi pas, Si vous écoutez, ils vous attendent, hein, parce que quand même, vous avez fait une caricature de la cuisine française. Mais il faut remarquer que ce ne sont plus des Français qui gagnent le Bocuse d'Or, non plus, ce sont mais des Norvégiens. Des Nordiques, mais ici, David voilà. Tissot l'a remporté l'année dernière, il y a 2 ans, pardon. Ouais. Et j'ai suivi les reportages de David Tissot et il expliquait que lors de la présélection, donc à l'Europe, ça avait été compliqué. Il finissait 6e, je pense. Et pour finir, il est revenu à des bases de la cuisine. Il devait faire un plat à base de petits pois. Et il expliquait qu'au final, il avait atterri sur une béchamel à base de petits pois. Et donc c'est là que je me dis, il a remporté le Bocuse d'Or en étant parti rechercher l'essence même de la cuisine, qui est le fondement de la cuisine, c'est la cuisine française. Cette cuisine bocusienne qu'on admire, qu'on aime, et qui nous a tous inspirés. J'aime regarder les vidéos de Bocuse qui parlent qu'un client consommait minimum 300 grammes de crème sur un repas, et on le voit avec des louches de crème et tout. Aujourd'hui, vous faites ça, on se fait tirer les oreilles. On le voit avec les macaronis au gratin, là, oui, mouillé à la crème, façon la mère... Voilà. Si on a Mère encore Brasier. quelques instants, Oui, bien sûr. Oui. comment est-ce que vous créez vos plats? Quelles sont vos sources d'inspiration? Vraiment la saison. Je lis beaucoup aussi, je suis un amateur de livres. J'aime énormément lire, je me cultive, j'aime découvrir, goûter des choses. Et des fois ça marche pas, et des fois ça ne marche pas, mais justement c'est ça, on teste des trucs. Et puis être à l'écoute aussi, être à l'écoute de la clientèle, quelque part aussi, de temps en temps ça fait du bien. Mais toujours respecter la cuisine de saison et le respect du produit. Voilà, je me vois pas un jour commencer à mixer de langoustine pour faire une mousse avec. Oui. Je trouve ça tellement malheureux, une langoustine, voilà. Pas de cuisine moléculaire ici alors, hein. Non, on utilise certains produits de la cuisine moléculaire parce que je crois que c'est une cuisine qui a eu une belle période, mais ça a été chouette de découvrir, mais on a dénaturé la cuisine avec ça. Mais aujourd'hui, par contre, la cuisine moléculaire nous a apporté beaucoup au niveau de tout ce qui est la perfection de l'évolution de notre cuisine à nous. On utilise, au lieu de lier à la maïzena, une pointe de xanthane dans une sauce, stabilise la sauce, que la maïzena, ça a un goût farineux. Je veux dire, les gelées d'agar-agar, tout ça, avoir une gelée qui tient à 70 degrés, c'est génial, on peut faire une gelée chaude. Maintenant, de là à ne faire que ça, là j'étais moins fan, mais je crois tout n'est pas bon à acheter là-dedans. Il y a des bonnes idées à prendre. Comment est-ce qu'on pourrait qualifier, bon, il y a eu la moléculaire, bon, bien avant, il y avait la nouvelle cuisine. Comment on pourrait qualifier la cuisine d'aujourd'hui, la cuisine actuelle, en fait? Quel est le nom qu'on lui donne? Bon, on a eu la bistronomie il y a quelques années, qui était, moi, je trouve que c'est une très, très bonne cuisine de revisiter
d'un point de vue qualitatif, les plats qui ont fait leur preuve et surtout les plats qu'on appelle des plats canailles avec des abats, des choses pareilles. Mais Oui, tout à fait. la cuisine actuelle des restaurants étoilés, vous la cuisine qualifiez actuelle, je comment? crois que c'est une cuisine de chef. Chaque chef affirme facilement son identité. On retrouve beaucoup cette cuisine de lactofermentation qui vient des inspirations du Noma. Chez nous, on a les inspirations via Sangoon, qui est quand même un des pères de la cuisine wallonne. Bon, c'est que ça. De l'autre côté, on a M. Résimond, qui est un grand amoureux de la vraie cuisine. Chez Pierre Résimond, on va manger des produits. C'est une cuisine signature au fil du temps. Je crois qu'aujourd'hui, les chefs s'inspirent d'un peu tout. On retrouve beaucoup aujourd'hui de consonances japonaises dans la cuisine. Parce que la cuisine japonaise nous a apporté beaucoup à tous les chefs aujourd'hui. Des petites notes qu'on n'a pas, des notes que les gens ne connaissent pas, des produits qu'on découvre. Et moi-même, j'adore utiliser des condiments japonais. Voilà. Moi, j'ai une cuisine qui est assez, un peu dans mon état d'esprit, des fois, je ne vais pas dire en bordel pour dire ça comme ça, mais j'aime bien essayer de faire des assemblages un peu loufoques. J'aime bien la cuisine italienne aussi, parce que bon, j'ai épousé une italienne. Donc voilà, c'est une cuisine de goût qui est justement sans le chichi. J'essaie de trouver une combinaison avec ça qui... Vous dessinez vos assiettes quand vous travaillez dessus pour créer un Oui, plat? ça arrive pour avoir un pas de repère, pour repérer la quantité, comment on imagine le dressage. Mais souvent, le dessin ne correspond pas au dressage. Donc après, on revoit ça ensemble et il m'arrive de changer le dressage, même à une semaine du changement de menu, quoi, parce que, je sais pas, ça me lasse, j'ai envie de faire autre chose. Et voilà. Une dernière question avant de vous laisser retourner à vos fourneaux, vu que le service est en train de commencer. Vous êtes installé dans un village, hein, vous êtes un petit village ici. Nous sommes dans une région qui était une région qui n'était pas extrêmement riche non plus. Oui. Il y a beaucoup de restaurants étoilés essentiellement qui demandent des prix assez importants. Parfois, on demande jusqu'à 500 € dans certains établissements. Hein, je ne les citerai pas ici. Est-ce que vous avez eu à cœur, par exemple, d'appliquer un principe que mon ancien patron appliquait, c'était de dire faire une cuisine raffinée, une cuisine de chef, mais avec des produits peu onéreux à la base? Ou bien est-ce que, quand je dis peu onéreux, on ne parle pas déjà de houblon, mais évidemment. Je veux dire par là que bon, la volaille reste quand même un produit abordable et on peut cuisiner autre chose que du crustacé ou du caviar. Quelle est votre manière de voir les choses dans ce... Alors moi j'essaie vraiment de trouver un bel équilibre avec tout ça aussi. C'est-à-dire que dans nos propositions, on pourrait retrouver un plat à base de caviar, un plat à base de mori. Mais je veux dire, on essaie d'avoir un menu équilibré au niveau des costes et de toujours garder un prix accessible. À partir du moment où le restaurant n'est plus accessible aux clients, moi c'est pas ma volonté parce que je viens d'une famille d'ouvriers et je me mets à la place du client qui s'assied chez nous. Maintenant on a différentes clientèles. On a une clientèle assez huppée aussi, ce soit des hommes d'affaires qui va se faire plaisir, mais le menu doit rester accessible à tout le monde. Et je crois qu'aujourd'hui, aller au restaurant ne peut pas être un investissement, je pense. Voilà, on essaie de garder un prix correct, mais c'est vrai qu'il y a moyen de faire plaisir. Et des fois, souvent, on le retrouve dans les menus, le coup de cœur est finalement le plat qui nous coûte le moins cher. Et puis, vous savez, à un moment, on faisait un plat ici récemment à base de truffes. La seule chose qui coûtait sur ce plat vraiment des sous, c'était la truffe. Et on mettait 2 grammes. Donc on arrivait à faire plaisir, à faire goûter la truffe. Et nous, à ne pas... si on commence à mettre des langoustines avec de la truffe et du caviar, on ne s'en sort plus. Mais à essayer de dénicher aussi des produits d'exception à prix correct. Et ça, je travaille beaucoup avec mes marieurs aussi, pour retrouver des bons produits à prix correct. Parce que peu importe, on choisira toujours la qualité à la quantité. Mais... Et pour terminer, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 5 prochaines années, dirons-nous? Allez, ne voyons pas 10 ans, voyons 5 ans, c'est l'étoile. Moi, si j'ai des clients souriants et heureux quand ils viennent ici, j'ai tout gagné. Voilà. Si les clients reviennent, je serai le plus heureux du monde. Je continuerai peut-être à faire des concours de cuisine parce que j'aime ça et ça me permet de rencontrer des chefs. Tout comme j'ai eu la chance de rencontrer ici à Lyon au début de l'année et à Londres aussi. Voilà, ça c'est toujours des expériences. En plus du restaurant, je fais pas ça pendant mon travail, mais pendant mes jours de congé. Mais je veux dire, c'est ce qu'on se dit tous, c'est que si on est récompensé par les guides, on ne peut qu'en être heureux. Voilà, mais c'est une récompense, c'est pas un objectif. Et si on fait bien à manger, que tout se passe bien, les clients reviennent. Donc là, je pense qu'on a tout gagné. C'est ça la vraie récompense, je crois, aujourd'hui, c'est d'avoir un établissement qui est rempli et avec des gens heureux. Et si les gens sont heureux, moi je suis heureux, je rentre chez moi l'esprit tranquille et
Et voilà, c'est une source de bonheur pour nous tous. Eh bien, hors micro, nous allons vous demander ce que vous nous conseillez, mais ça, ce sera un secret entre nous. Donc, on va prendre congé, Claude, et puis... Nicolas Tournay, voilà. au Bon Gourmet. Non, Mont-à-Gourmet. le Mont-à-Gourmet. Voilà. Le Mont à Gourmet. Voilà. Dans quelle commune? Alors ici, on a Guy-les-Piétons, on est entre Charleroi et Nivelles. Voilà. Voilà, chers amis, On a mi-chemin. à bon entendeur, salut, venez goûter la cuisine de Nicolas Tournay. Merci, monsieur Tournay. Merci messieurs, merci de votre visite.